Antenne 2 et Philips vous présentent Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude est de danser le samedi, le dimanche, les autres jours seuls sur les planches, devant la mer qui se souvient, il rêve sans fin. Et c'est alors que je sors tout courbattu de ma cachette, et que soudain dehors, tremblante, émue, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve, me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Adieu, adieu piano. Bonsoir, bienvenue au Bar de la Plage, avec confidence sur ses vacances et le secret de son obésité. Adieu joli Candy 2, le retour. Le père de Marius tenait un bistrot sur le port, toute une histoire. La plage à la page, André Berkoff, ivre de livres. Les aventures de Lolo chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits maris, le drag show de Marie. Et le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Ce soir, gagnez un TV Book Philips. Répondez en tapant 3615 code A2 à la question suivante. De qui Jean-François Michael a-t-il été le chauffeur? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. De quoi avez-vous soif, monsieur? Je sais pas, vous avez une carte? Oui, monsieur, mais je n'ai pas d'humour. Je suis pas un Johnny, non? Nous avons de tout, monsieur. Sauf de l'humour, je viens de vous le dire. Le Johnny est peut-être un peu trop alcoolisé pour le début de la soirée. Un Sardou? Je ne conseillerais pas à monsieur, si vous en croyez mon intuition. Un Carlos? Je vous préviens, monsieur, je ne le sers qu'en grande taille. Tombe bien, j'ai soif. Vous le voulez exotique?
Pathétique ou Oasis? Les trois. J'ai gagné les concours à la Baule en 1937 avec ça, monsieur. C'est à chier, ça. Dis-moi, tu passais tes vacances où quand tu étais petit? À côté d'ici, Ah bon? à Antibes. À Antibes. Tu sais, mon père était venu de Russie. Il voulait retrouver un peu l'ambiance de Il de voulait la Crimée. retrouver de la Crimée, oui. C'est-à-dire la mer, quoi. Tu sais, Simferopol, là où il a été Gorbatchev mis en otage. En pris résidence otage. surveillée, ouais. Enfin, 2 jours. Ouais. C'est-à-dire tout au bout de la Crimée. Et ça correspondait à peu près au climat d'ici ou d'Antibes, ou de Nice, quoi. Et il a cherché. Tu sais, mon père est un mec fabuleux. Si je t'en parlais, je vais pleurer peut-être. C'est un mec qui est arrivé de Crimée. Il a su qu'il partait. Il était habillé en habit de jeune officier. Il avait 19 ans. Son père et sa mère lui ont dit, on ne voit plus jamais. Va-t'en, parce que c'est plus possible. Les rouges vont arriver. Ouais. Et il a été clochard à Constantinople pendant 6 mois. Il a trouvé un bateau qu'il a amené à Gafsa. Gafsa en Tunisie, qui était un département français à l'époque. Alors, Et il est arrivé en France et il a rencontré ma mère en 1942 ouais. par Jean Rostand, qui était un mec formidable avec qui j'ai passé des... Là, j'ai rencontré un génie. Jean Rostand, j'ai passé, par exemple, des heures avec lui dans son laboratoire où il y avait 2500 bocaux avec des tritons, avec des grenouilles. On allait chercher ensemble des grenouilles et des tritons dans les étangs. Et tant que je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire, c'est lui qui était un con. Un génie comme Jean Rostand, qui avait ses avis sur tout. Et ça, c'est merveilleux quand tu as 8 ans, et que tu vois un mec comme ça, qui a des cheveux blancs, et qui prend le temps de t'expliquer jusqu'à ce que tu aies compris. Et c'est là où j'ai compris que la connerie humaine n'a pas de limite et qu'il faut être simple. Dis-moi alors, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que ton père a acheté à Antibes, en Viager, la maison d'un baron de Ville d'Avray, que Alors ce ça... baron était malade, que ton père est devenu son toubib, il s'est occupé de lui, et qu'il l'a tellement bien soigné, c'est qu'il a vécu 99 ans, l'autre. Je dis à mon père... Alors c'est un drôle de Viager, parce qu'il a quand même duré jusqu'à 100 ans presque. Oui, mon père a trouvé... Ils n'avaient pas d'argent, mes parents. Enfin, c'est terrible, cette ma mère histoire. gagnait un peu de pognon, mon père n'a jamais gagné de pognon. Ma mère n'a jamais su ce que mon père gagnait. Il lui a jamais dit, et elle n'a jamais su, jusqu'à sa mort. Et c'était un mec fabuleux, il dépensait. C'était russe, merde. Il dépensait tout. On ne sait pas comment. Mais il avait envie de retrouver son pays. Et quand il est arrivé à Antibes, il a trouvé cette maison en Viager avec le baron de Ville d'Avray. Le baron de Ville d'Avray avait 77 ans, sa femme avait 75 ans, et il a eu la politesse de mourir 2 ans après. Elle nous a raconté des histoires fabuleuses, c'était magnifique, c'était Chances à Gabor. Il nous racontait des histoires avec l'accent hongrois. Et lui, il le voulait comme mon père, comme médecin. Il avait 77 ans. Et on a vécu pendant 20 ans dans la cave de notre maison qu'on avait soi-disant achetée, alors que le baron avait tout le reste. Quel merveilleux baron, d'ailleurs, on ne lui en veut pas. Parce que mon père était son médecin qui l'a fait vivre jusqu'à 97 ans. C'était humide, c'était sombre, vous avez passé 22 ans là, quoi. Oui, non, c'était joli, c'était pas humide et sombre, on en faisait un merveilleux endroit. Alors tes souvenirs de vacances de l'époque, c'est la pêche avec ton père, tu partais à 5 h du matin. Oh, 3 h, 4 h. Et puis le Cap d'Antibes aussi. Et le Cap d'Antibes à l'époque, c'est-à-dire c'était pas comme maintenant. Il y avait... Si je pouvais te raconter, Thierry, ce qui se passait à Juan-les-Pins, il y avait un curé de Juan-les-Pins qui avait son église et qui laissait 100 ou 200 mecs dormir dans l'église avec sac de couchage. On descendait tous de Saint-Germain-des-Prés. Et brutalement, il y avait Claude Luther, Sidney Bechet, après il y a eu les festivals de jazz. Je ne sais pas savoir, c'était magnifique. Et sur la plage des Pirates à Juan-les-Pins, on finissait avec la contrebasse. J'ai vu un jour Dizzy Gillespie jouer assis dans une bouée de la trompette, comme son bassiste était sur le ponton. Comment t'expliquer le vieux Colombier aujourd'hui? J'ai connu. Ça n'existe pas, c'était magnifique. Je veux dire. C'était avant Saint-Tropez, c'était avant que Bardot lance Saint-Tropez. Juan-les-Pins était vraiment la station à la mode en France. Il y avait 45 Jaguar et même près devant. C'était à cette époque, un jour, ton père part à la pêche, je sais pas, tu avais une dizaine d'années, part à la pêche, tu te suis en vélo sur les remparts et tu tombes. Comment tu sais ça?
Ah, je sais tout, moi. Non, mais c'est une histoire extraordinaire parce que tu tombes et très jeune. J'étais tellement amoureux de mon père. Ouais. Parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a dirigé ma vie, c'est pas ma mère. Tout le monde croit, on me demande toujours qu'elle est fils de François Zolto. Ma mère a toujours dit qu'avec ses enfants, elle n'était pas psychanalyste. Ouais. C'était mon père qui dirigeait ma vie. Et je l'aimais. Dieu sait si je l'aimais, ce mec. Boris. Et il avait été acheter des appâts, il devait être 5 h du matin. Moi, à 6 h, je fonce au port, je m'étais pas réveillé. Et puis en revenant, je me casse la gueule. Ouais. Sur les remparts d'Antibes. Et je tombe de 6-7 mètres de haut. Et j'ai vu une chose. Je sais pas si tu l'as vu déjà, toi. C'est ce qu'on raconte, des choses de la vie. Le film de ta vie. Oui, c'est ça qui est étonnant. Tu l'as vu, toi? Non, jamais. Non, jamais. Et je te jure que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis tombé la tête en avant des remparts d'Antibes, en vélo, comme un con. Et j'ai vu une chose magnifique. C'est-à-dire que tu vois les plus beaux moments de ta vie comme un film en couleur. Tu vas mourir. Et j'ai réussi à... On va savoir pourquoi. J'étais déjà sportif à l'époque. À retomber sur mes jambes, je me suis cassé les 2 jambes. Mais j'ai vu ma vie en couleur. C'était magnifique. Et j'aurais voulu mourir. Et je suis tombé dans les bras d'un pote à moi, qui était pompier auxiliaire de 17 ans, qui m'a ramené. Et j'ai vu ce pote-là mourir devant moi 1 an après, en plongée avec moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quelles séquelles tu as gardées de cette chute? Je suis devenu gros ce jour-là. Tu es devenu gros? Oui. Pourquoi? J'ai grossi. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est glandulaire, psychosomatique ou pas. Je faisais du yoga, j'avais 10 ans. Ouais. Et bon, ça m'a aidé dans la vie parce qu'après j'étais haltérophile, j'étais judoka, j'étais ceinture noire à 14 ans, mais j'avais 10 ans. Et j'ai grossi, à partir de grossi. Enfin, disons que je suis devenu graisseux, alors que j'étais vraiment un petit mec filandreux. Carrément? Waouh, tu fais les choses toujours comme ça? Non, mais je sais pas, tu m'as appelé. Oui, vous avez l'air sympathique. Toi aussi. Bonjour. Ça va bien? Tu t'appelles comment? Laurent. Je suis Marie. Marie? Je suis de New York. New York? New York? Oui. Américaine? Oui. Ah oui? Oui. Tu es en vacances? Oui, je suis arrivée hier. Je fais toute la côte. Tu viens t'asseoir? Ok. Oh, je suis bien entourée. Garde du corps. Ah, ça serait Les plus bien. beaux de Saint-Tropez. Oui. Et tu es là pour combien de temps? Je sais pas. Tu es là pour apprendre le français en fait? Ouais, un peu. Et tu parles déjà bien français. Oh, Tu comprends bien? a little bit. It's okay. Speak English? Non, Yes. un petit peu. Dis-toi moi. Qu'est-ce que tu peux dire en anglais? Pas grand chose. Dis-moi comment tu... Comment tu t'appelles? Non, ça tu sais déjà. Comment tu me trouves? Comment je te trouve? Oui. I am very well. Non? Very beautiful. Oh, it's nice. Tous les matins, tu fais ton jogging? Je sais. Je vais nager Ah ouais, c'est bien. à la C'est le piscine. meilleur des sports. Ouais. Non, je crois que faire l'amour, c'est pas mal non plus, Ah ok. comme sport. Ça dépend comment vous le pratiquez. Ah oui. Parce qu'aux États-Unis, c'est un sport. Ici, je sais pas, les Français, comment vous trouvez ça? Ah, faut essayer. Une passion. Il faut... Are you proposing me? Hein. Yes. C'est vrai? Wow. Et vous êtes deux. Il faut avoir un jaloux? No problem. Oh. À 3. Pas de jaloux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Wow. Arrête, je vais te... Et des yeux. Et où je pourrais dormir? Où tu veux. C'est où le plus romantique? Plus romantique. C'est peut-être la caravane. Il y a les plages pas loin, c'est pour ça en fait. Ah. Vous avez déjà fait l'amour à 3? Non. Non? Encore pas. Non? Yes. Non.
Si on n'essaie rien dans la vie, on a... je sais pas. Tu as raison, c'est aussi ma politique. Ça va, t'es cool. Il me dévore des yeux. Ouh! Je sens que ça va être le paradis ce soir. Le paradis en France. Tu aimes bien les langues françaises? Oui. Vous faites encore un bisou dans le cou. I close my eyes and you kiss me in the neck. Yes. You too. Oh, ooh. Ah. Disons, Carlos, c'est vrai que quand tu étais petit, à Antibes, tu mettais un masque et puis tu te mettais à la hauteur de l'eau comme ça avec la moitié au-dessus et la moitié au-dessous. Et puis tu te demandais dans quel univers tu voulais vivre, si tu voulais vivre au-dessus de l'eau ou en dessous de l'eau. Oui. J'avais mon masque de pêche sous-marine, mon masque petit, j'avais 9 ans. Et je voyais un petit peu de la vie aérobie, c'est-à-dire les gens qui vivaient sur la mer, sur les routes, il n'y avait pas tous les immeubles qui existaient. Et je voyais aussi le monde sous-marin. Je me suis dit, c'est là. C'est là que tu veux vivre. C'est là en dessous que je veux vivre. Et puis, tu as découvert tout de suite que l'eau, c'était vraiment ton élément. Oui. Je suis poisson. Ouais. Et d'ailleurs, toi, avec le poids que tu fais, il faut bien dire que dans l'eau, c'est mieux pour toi. Dans l'eau, c'est magnifique. Tu t'imagines quand on fait 130 kilos et qui flotte. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Comment t'expliquer? Partout dans le monde, dès qu'il y a de la flotte, je me mets dedans. Quelle qu'elle soit, la mer en général. Et la mer, personne ne le sait, ça. C'est le liquide amniotique. C'est exactement le même. Qu'on est dans le ventre de la mer. Dans le ventre de la maman. C'est ton côté Dolto, ça, la mer et la mer. C'est la mer MERE ou la mer MER. Bon, on sait pas comment ça fonctionne, mais je te jure que quand tu es dans l'eau, quand tu flottes et quand tu es bien, tu te retrouves dans le ventre de ta maman. Mais dis-moi, c'est et vrai quand tu as peur, c'est beau. Tu t'appelles Ivan Chrysostome. C'est ce que ça veut dire, Chrysostome? Oui, Chrysostomos, ça veut dire bouche d'or. Voilà, bah, t'es bouche d'or, Carlos. Serait juste à toi l'après-midi au rond-point au carré, la fontaine de Saint-Louis, tu te rends, tu y vas. Alors comme à l'habitude, mais elle ne se trouve pas, tu es seul, fais comme un rat, ce n'est rien, je vais lui téléphoner, ce n'est rien, elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu es allé vers la cabine, tu la vois rigolant avec copains et copines. C'est pas facile, quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire, quand Isabelle te fait marcher. La salope à la vache, mais pourquoi elle ne dit rien? La salope à la vache, elle te traite comme un chien, mais ton cœur est trop tendre et tu préfères l'attendre dans le café d'en face, comme un espion, comme un con. Mais enfin au moment où ton café s'en venait, tu la vois, elle repart assise sur la mobilette de ton pote, ou enfin celui que tu t'en doutais, tu te dis c'est fini, elle est partie avec lui. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire, quand Isabelle te fait marcher. Et c'est vide et incongru, mais enfin quoi t'as l'air? T'en vois plusieurs qui rigolent, qui se parlent dans ton dos, qui se foutent de ta bolle. Ou qui rit, ou qui rit, ridicule, tu demandes à la blonde serveuse qui est sa meilleure amie. Elle répond ne sait pas ni le pourquoi, le comment, avec l'air innocent. Tu sais très bien qu'elle te ment. C'est pas facile quand Isabelle te laisse tomber, y'a pas de quoi rire. Quand Isabelle te fait marcher, ma petite abeille. Je t'aime encore, dis-moi que tu dors, ma petite merveille. Dis-moi que l'amour n'est pas mort. Isabelle, réponds-moi et parle-moi, j'ai pas de support.
à présent. L'amour est tout à l'affaire. 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 Qui est-ce, Jackie? Quand il était petit, avant qu'il ne s'endorme, je racontais toujours la même histoire à mon fils. Vous avez un fils, Jackie? Non, monsieur. Pourquoi mentez-vous, Jackie? Enfin, monsieur, je ne mens pas. Je raconte des histoires. Alors, Marius Palmyre, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as toujours travaillé au noir, toi? Un petit peu, oui. Hein? Enfin, j'ai toujours fait un peu ce que j'ai voulu dans la vie. T'es un indépendant, quoi. J'étais un peu comme les oiseaux qui ne couchent pas sur la même branche. T'as été danseur, non? T'as été danseur mondain? Ben, c'est-à-dire, j'ai eu des propositions pour monter à Paris, pour danser. Bon, j'ai eu des propositions, c'est qu'à Saint-Tropez, on rencontre toutes sortes de gens, et Dieu sait si j'en ai connu, pour boxer. On devait me présenter aussi à André Routis, ancien champion du monde. Après, pour chanter, j'avais une jolie voix aussi. Il y a un gars à Nîmes qui voulait me présenter à un impresario à Marseille. Bon, j'ai jamais rien pris au sérieux, quoi. T'as été footballeur aussi? J'étais pourri de qualité, mais j'ai jamais rien pris au sérieux. T'as été footballeur aussi? J'ai été footballeur. Et puisque tu es surtout, c'est champion de boule provençale. Et oui, ça a été mon dada. Très jeune, j'ai commencé à jouer aux boules. Tu t'es spécialisé dans les boules? Oui. J'ai gagné au moins 3-5 concours. J'ai gagné de partout. Alors tes parents tenaient un bal qui s'appelait le bal Palmyre, hein? C'était où ça? C'était à la Citadelle, à Saint-Tropez. Et c'est vrai qu'il y a Mistinguett et Maurice Chevalier qui se sont produits dans ce bal Palmyre. Mon père, quand il a acheté cette affaire-là, ses copains un jour lui ont dit, écoutez, je sais pas, tu devrais faire un bal, là, mais avec quoi? Quel orchestre? Parce qu'à l'époque... Et alors, il a commencé à grillager la piste. Et puis, il a clôturé avec un grillage à cage à poules. Ce qui après, par la suite, Mistinguett avait baptisé ça la cage à poules, parce qu'elle avait monté une affaire comme ça, à Cagnes, je crois, ou à Pont de Cagnes. Non, à Joie-les-Pins, C'est devenu quoi maintenant, alors, le bal Palmyre? Mais je sais pas, je sais pas. C'est dommage qu'ils n'aient pas continué ce que nous faisions, nous. Parce que nous, à l'époque, on aurait tapé sur des casseroles, que les gens venaient, parce qu'il y avait l'ambiance, il y avait des comiques, il y avait toutes sortes d'individus, il y avait des voyous, il y avait des gens bien, il y avait les prolos, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait surtout des marrants. Et c'est vrai qu'il y avait une Américaine qui adorait danser avec toi et qui voulait t'amener à Cincinnati. Ah oui, voilà. C'était qui, ça? Ben, c'était une femme qui... Moi, j'étais très jeune, je ne savais même pas ce que c'était une femme. Quand je dansais, je lui arrivais assez néné, là. Et elle avait un big info pour moi. Elle avait demandé à mes parents que je parte avec elle à Cincinnati. Et pourquoi t'es pas parti? J'étais jeune, et puis moi, mes parents ne m'auraient pas laissé, ne m'auraient pas autorisé. Et c'est vrai qu'un jour, il y a un homosexuel qui a voulu t'acheter. Ah non, non, oui, ça c'est autre chose. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire, je plaisais beaucoup à ces messieurs. Moi, j'étais de l'autre côté, Et oui, celui-ci aussi voulait m'emmener en Amérique. Ah bon? À tout prix. Et tu n'y es pas allé? Ah non. Et il t'a embrassé sur la bouche? Ah non, mais ça, c'est un autre gars, ça. Ah bon? C'est un jeune. Il était tellement sympa que j'avais le plateau dans les mains comme ça. Il est venu par derrière, et puis il m'a fait baiser sur la bouche. Alors j'ai dit, toi, à l'addition, je t'aurai. Et tu l'as salé à l'addition? Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il était sympa. C'est vrai qu'il y a une soixantaine d'années, Saint-Tropez, c'était un petit Chicago et que... Qu'est-ce qui se passait à Saint-Tropez? Ben, il se passait que d'abord, c'était un port marchand, il y avait toutes sortes de gens qui venaient de toutes sortes de nationalités, quoi. Et il y avait surtout des bagarres. Des bagarres, alors, qui finissaient mal. Il n'y avait pas de police, là. Ça sortait pas. Ça sortait pas parce qu'ils avaient le trac, faut dire ce que c'est. Et puis, c'était des hommes qui étaient très costauds, très méchants, et ensuite traîtres, vous voyez, en plus. Ils auraient pris une bouteille, ils n'avaient pas besoin d'en arriver là, vous voyez. Mais parce qu'ils avaient ce qu'il fallait. C'était comme ça, puis c'était bagarreur. Et ton père était obligé de sortir le nerf de bœuf? Mon père, c'était une affaire très difficile à tenir. Il y avait des voyous, là, c'était vraiment des méchants. C'est vrai que pendant la guerre, tu as gagné un peu d'argent quand même? Un peu, oui, enfin. Qu'est-ce que ça fait? Bah, j'ai fait ce que beaucoup ont fait, un peu de noir, un peu... Tu vendais quoi? Oh, je vendais, c'est-à-dire je dépannais plutôt les gens, je ne faisais pas tellement pour l'argent. On me demandait des cartes de paix, on me demandait... Il y a eu les troupes américaines qui ont débarqué, là.
Alors là, il y avait de la marchandise, il y en avait. Hein. Ouais. Il y avait de tout. Tu vendais un peu de cigarettes? Un peu de cigarettes. Il y avait de tout, il y avait de tout. Ils vous vendaient ça par camion. Ouais. Ceux qui avaient de la place pour garer, et par camion, vous pouviez acheter. T'as pas été résistant alors? Non, mais j'ai fait des trucs au débarquement que les résistants, soi-disant, je les voyais tous planqués sous les ponts parce qu'ils avaient peur. Et moi, j'étais partout. Je ramassais les mitraillettes qui venaient de tomber du ciel. Et j'ai failli me faire tuer. Dis-moi, la pêche alors? Tu y vas souvent? La pêche, c'est-à-dire là, c'est autre chose. Le bateau, c'est toute une histoire. Ça. Le bateau, ça a été le 40% de ma vie. Ce bateau, ça a été... J'ai fait des rencontres là, sensationnelles. Si je vous disais les gens que j'ai eu à bord, c'est dommage que j'ai pas eu un livre de bord. Vous voyez. J'ai eu tous les bras droits de Gaulle. Vaquevich, le grand décorateur, artiste de cinéma, Paul-Émile Victor, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, la Marseillaise qui a épousé Madame de Fer, qui avait gagné, comment elle s'appelle Edmond de Charleroux. Je vous en citerai des centaines. Et Errol Flynn aussi? Non, Errol Flynn, non. Ah bon? Errol Flynn, c'est le premier qui m'a pris une photo en couleur à Pampelonne, au début des appareils, quand il sortait déjà les photos en couleur. Il venait avec son bateau, le Zaka, là? Le Zaga avec son équipage de noir, là, qui est un beau bateau. Qui a vraiment découvert Saint-Tropez, toi qui étais là dès le départ? C'est-à-dire Saint-Tropez, mes parents, là, en montant cette affaire, là, toute la jeunesse de Saint-Tropez, les gens de mon âge, ont tous appris à danser chez nous. Vous voyez, c'était déjà... Et puis c'était très coté, très coté. Il y avait les peintres aussi. Les peintres, c'est les grands peintres. C'est avant-guerre, ça. Ça, c'est le début. Ils étaient tous chez nous. Et c'est eux un peu qui ont un peu... Quand on parle de Brigitte Bardot, c'est pas vrai. Je ne dis pas qu'elle n'y est pas pour dire quelque chose. Mais Saint-Tropez... Elle est venue après, elle. Elle est venue après. Saint-Tropez, il y a toujours eu peu de monde et des gens très bien. Très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce qui est devenu Saint-Tropez? C'est autre chose. Autre chose. C'est un peu foutraque. Avant, les gens, vous voyez, les gens bien aimaient, par exemple, côtoyer les gens du pays. Manger chez eux. Bon, s'ils mangeaient chez vous, par plaisir, parce que c'est des gens qui venaient avec des Cadillacs, alors on les ramenait, des fois ils nous demandaient de les conduire à l'hôtel, comme ils avaient tout léché, et ils me disent, vous reviendrez avec la Cadillac chez vous. Vous voyez un peu une soupe de poisson en échange. On était bien servis. Il y avait des gens comme ça. Aujourd'hui, c'est fini tout ça? Non, c'est peut-être pas fini. Parce que dans la foule, il y a peut-être encore des gens comme ça. Mais c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Et le temps, tu ne trouves pas qu'il pleut beaucoup quand même en ce moment? Il y a un mois qu'on attend la pluie. Il faut que ça tombe ce soir. C'est dommage. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer là? Mais non, ma chérie. Mais puisque je te dis que c'est l'infirmière de Gilbert. Je les ai commandés ce matin en sortant, tu les auras demain soir en rentrant. Je t'aime, ma chérie. Mais vous n'avez pas de femme, Jackie? Non, monsieur. Bah alors? Une femme, ça s'entretient. Sinon, adieu, joli Candy, monsieur. Adieu, joli Candy. C'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu, joli Candy. Une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Dans cet avion qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu, joli Candy. Tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, joli Candy. Je regretterai ton sourire et tes fautes de français.
Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime. Là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu. Alors Jean-François Michael, bonsoir. Bonsoir. Alors Adieu Joli Candy, c'était en quelle année? 1968. Dis-moi, qui a écrit Adieu Joli Candy? Adieu Joli Candy, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Jeannot et un autre qui s'appelle Franck Harvel, qui est Alain Boublil, donc, qui a écrit La Révolution française, à qui on doit aussi Les Misérables. Ça s'est vendu à combien de millions d'exemplaires? Je suis incapable de te le dire parce que je l'ai enregistré dans 5 ou 6 langues. Donc, à mon avis, on a dû avoisiner les 3, 4 ou 5 millions. Ah oui, quand même. Oui, je suis parti en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Japon. J'ai fait le tour du monde. Ça t'a rapporté combien, toi? Ben, ça m'a rapporté d'abord l'Aston Martin que j'ai absolument voulu acheter, donc, que j'avais vu de Goldfinger, une petite Rolls, et puis ça m'a rapporté le fait d'être très très heureux pendant des années, de faire des cadeaux aux amis, puis continuer mon métier. Tu as dit, je suis passé du Solex à la Rolls. Oui, tout à fait, je suis retourné au Solex. Tu as commencé très jeune, en fait, à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, tu étais à l'Alhambra déjà. À l'Alhambra, sur les genoux de Mata Alteri, et je vantais les pastilles Valda. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je devais faire Valda, c'est bon. Ah bon? Oui. T'as commencé jeune? Oui, oui, et je me cachais dans l'Alhambra parce que je voulais toujours assister au concert de Zizi Jeanmer, de Claude Bolling, de Roland Petit. Et alors, à 18 ans, tu étais le chauffeur de Barbara. Donc, tu avais vraiment envie de réussir dans le show business. Là, je vais raconter. Non, j'étais chauffeur de Barbara parce que ma sœur s'en occupait à l'époque. Et alors, j'étais le chauffeur, mais le plus mauvais chauffeur. Et un jour, avec Barbara, j'ai une anecdote. On était à Orly, elle arrivait, Barbara a eu un malaise. Elle est tombée par terre. Je ne l'ai pas relevée, je n'ai pas osé. La pauvre. La pauvre. Alors, tu as commencé par faire 3 disques ratés sous le nom de Yves Rose. Yves Rose de la Bossa Nova. Ouais, ça marchait pas du tout. Ah, pas du tout, ça intéressait pas du tout. Et puis un jour, un directeur artistique t'a conseillé de changer de nom. Comment ça s'est passé? Non, j'ai choisi un nom. Le plus beau en consonance, ça m'a pris la nuit. Jean-François Michael. Il faut dire. Oui, c'était très à la mode les prénoms. Et puis, on ne pensait pas du tout que ça marcherait. Et c'est au mois de juillet, on a commencé à m'appeler en disant « Tu sais, tu vends beaucoup, tu vends beaucoup. » Je lui dis « C'est formidable, mais ça va me poser quelques problèmes à la rentrée quand même quand je vais revenir travailler dans la maison. » Et oui, parce qu'à l'époque, j'avais en même temps White is White avec Michel Delpech. Oui, tu étais le producteur. Non, le directeur artistique, parce qu'à l'époque, j'étais directeur artistique. J'ai travaillé donc chez Barclay. Et c'était très embêtant d'être tous les deux numéro 1 sans que l'un sache qui était l'autre. Mais tu t'es arrêté pourquoi? Enfin, au bout de 5 ans, tu en avais vraiment marre, il y en a qui disent... ou alors ça marchait pas. Il y a deux écoles. Alors voilà, il y en a qui disent qu'en fait, il s'est arrêté parce que ça marchait pas. Moi, je le dirais pas parce que je le crois pas, c'est un peu vrai. Et puis en fait, c'est pas pour ça, c'est parce que ça me plaisait plus du tout. Non, plus du tout. Parce qu'il y a un côté qui est déplaisant, c'est que les gens te reconnaissent partout, tu peux pas vivre normalement. Une fois que tu l'as vécu très fort, c'est bien de le vivre une fois, et après, il faut retourner un peu à l'anonymat. Ah bon? Ça t'embêtait vraiment qu'on vienne te demander des autographes, en France, ça m'est pas de trouver des places dès que tu arrives au restaurant Ça, c'est pas très gênant. Ouais, trouver des places dans les avions, c'était pas gênant quand même. Ça, c'est pas gênant. Non, ce qui est gênant, c'est après d'être conscient, finalement, les gens te reconnaissent, mais en fait, ils te reconnaissent pas pour ce que tu es. C'est embêtant un peu. Quand on a d'autres choses à dire et d'autres choses à faire. Et alors après, les problèmes ont commencé, parce que tu as fait de la prison à un moment, non? Oui. Mais c'est quoi l'histoire? L'histoire, tu sais que je me rappelle plus. C'est une société qui s'appelait SMR. Ah oui, tout à fait. Oui, mais je me rappelle plus. Alors tu vas me le dire. Tu avais emprunté 100 000 francs à quelqu'un. Ah oui, un docteur. Pour monter une société. Un docteur, tout à fait, oui. Et tu n'as jamais monté la société? Ah si, la société a été montée. Mais le papier du greffe a été perdu. Ah. Voilà. Et tu as fait 34 jours de prison. Tout à fait. C'est dur. J'aurais dû en faire qu'une journée. Ah bon? Oui. Parce que je recevais des convocations et je n'y allais pas. Et un jour, donc, la convocation est arrivée, je ne suis pas allé et je ne voulais pas dire où j'étais parce que je ne voulais pas mettre en danger les gens qui étaient avec moi. On est venu me chercher, puis on m'a dit, comme c'est le mois de juillet, vous y restez. Et puis quand le juge est arrivé le 1er au mois d'août, et bien à partir de ce moment-là, je suis sorti le jour même. Et quand tu étais en prison, tu regrettais pas quand même d'avoir un petit peu méprisé le fait d'être star et le fait d'être reconnu partout? Ils m'ont reconnu. C'est incroyable, ils m'ont reconnu. Après, tu as été malade? Oui, j'étais malade. Alors c'est fou. Tu fumais beaucoup de cigarettes? Oui, je continue d'ailleurs. Je fumais 2-3 paquets par jour. Et tu as eu un cancer de la gorge? Oui, un départ, oui. Malin.
Oui. Tu n'as pas arrêté de fumer? Non. Tu as divorcé à cette époque aussi? Oui. C'est beaucoup pour le même homme, quand même. Oui. Oui, je me suis séparé, j'ai pas divorcé. Ouais. Sinon, c'est pas beaucoup, c'est la vie. Ouais. T'as pas plus flippé que ça? Si, certainement, mais je m'en rappelle pas. Tu veux pas t'en rappeler? Non, c'est pas que je veux pas m'en rappeler, c'est que... Il y a eu tellement de belles choses que finalement... non. Et comment tu t'en es sorti de cette époque? C'est-à-dire cancer, prison, séparation de ta femme? La foi en la musique, parce que j'ai toujours cru qu'avec la musique, on peut toujours tout faire. Alors après, effectivement, ça a très très bien remarché. En tant que producteur, tu as produit Stéphanie de Monaco. Ah ben l'aventure de Stéphanie, c'est une aventure. Tu l'as rencontrée comment, Stéphanie? Au départ, bon, j'avais une chanson qui s'appelait Ouragan. Ouais. Et puis les gens me disaient, ah ça c'est pour Stéphanie de Monaco. Je dis, c'est ça, et pourquoi pas pour le pape, évidemment, parce que c'était impossible. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de la rencontrer. On s'est rencontrés un jour, on a parlé tous les deux. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, tu viens faire un essai ce soir. À l'époque, j'avais plus une thune, j'avais une Fiat 500. Et je lui ai dit, bah, écoutez, je passe vous prendre chez vous, et puis je vous emmène. Et puis bon, j'allais dans un studio qui s'appelle le studio Marcadet, qui est donc sur la porte de la Chapelle. Puis je lui ai dit, vous me suivez. Et puis j'étais tellement dans mon nuage que finalement, je suis arrivé à la bretelle de Beauvais. Ouais. Et il suivait toujours, alors que c'était porte de la Chapelle. Crise de nerfs et tout. Finalement, on est revenu en arrière. Elle s'est mise à chanter et on s'est plus quitté pendant 2 ans. C'était elle qui chantait? Véritablement. Tu le dis là, ce soir, c'était elle? Bien sûr que c'était elle. Tout le monde a dit que c'était pas vrai. C'est-à-dire que pour Ouragan, il y a eu des choristes qui ont chanté avec elle le refrain. Elle a chanté les couplets, mais dans tout l'album, c'est elle qui a chanté. C'est une vraie chanteuse. Et comment tu expliques qu'après quelques morceaux qui ont très très bien marché, d'un seul coup, elle se soit complètement écroulée au niveau showbiz? Elle s'est pas écroulée. On s'est quitté par amour. C'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un et qu'elle a préféré choisir sa vie, ce qu'elle cherche d'ailleurs depuis toujours. Elle a trouvé l'amour et elle a arrêté la musique. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu veux recommencer? À chanter? Ouais. Non, parce que tu sors un disque à la rentrée, là. Il y a des chansons nouvelles et puis il y a des... J'ai refait toutes mes anciennes chansons. Parce que je me suis aperçu que, bon, ça faisait 25 ans que je cachais dans un petit coin de mon cœur le chanteur. Il existe quand même, le mec qui a envie, quand même, peut-être un peu qu'on le reconnaisse encore un petit peu, de revivre un peu ça. Ça recommence? Oui, ça recommence, c'est normal, parce que sinon, je vais projeter tout ce que j'ai de mauvais sur les gens que je vais produire demain. Donc, comme je vais être de nouveau très équilibré... À l'époque, donc, quand ça a très bien marché, puis ensuite moins bien marché, comment tu as vécu ce changement de situation? Comment tu es passé de l'un à l'autre? À l'époque, bon, il y a un moment où c'est très difficile. Très difficile parce qu'on regarde autour si on nous reconnaît encore et puis finalement on s'aperçoit plus du tout. Alors on se dit que finalement on n'est plus grand chose et puis c'est ça qui est très très dur à vivre. Tu as quel âge? 45 ans. Tout va bien alors? Ouais. 18,25 par 2, ça fait 36,50, monsieur. Hein, c'est multiplié par 2, hein. Ah si, je vous le dis, regarde. Ça fait 18 francs 25. Vous êtes touriste. Les vacanciers, les prix multipliés par 2, les étrangers par 3. Vous n'êtes pas étranger. Non. Donc c'est simplement par 2. Donc de 18,25, on passe à 36,50. On assomme les touristes et les étrangers. Maintenant, on le dit, c'est nouveau qu'on le dise. Ah oui, mais maintenant, moi, j'ai décidé de le dire, parce qu'on le fait sans le dire, je trouve pas ça honnête. C'est mieux d'être honnête avec les gens qu'on assomme. Hein. C'est vrai qu'on les vole, mais au moins on leur dit maintenant. Hein. C'est plus régulier, vous pensez pas? C'est depuis le mois de juillet, alors. On fait ça tout le temps, madame. Tout le temps, c'est depuis que la Côte d'Azur a du succès. On vous vole. On a 3 mois pour vous voler, c'est pas évident. Hein. Parce que l'hiver, vous venez pas, vous, ici. On n'a que 3 mois pour vous voler. Encore le mois de juin est pas facile, hein. Donc on a vraiment juillet-août pour vous tirer le maximum de pognon, quoi. Dès qu'on voit des blaireaux comme vous, hop, on les presse comme des citrons, quoi. C'est marrant. C'est marrant, hein? Ouais. C'est marrant. Ça fait 342 francs, monsieur. C'est 114 multiplié par 3. Pourquoi par 3? Parce que vous êtes touriste. Ouais. Vous êtes quoi? Vous êtes suisse? Allemand? Suisse, ouais. Eh ben, les prix, regardez, monsieur. Les prix sont multipliés par 2 pour les vacanciers, par 3 pour les étrangers. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on est en saison? On assomme le touriste ici, monsieur. On a 3 mois pour faire de l'argent. Vous le savez bien, tout le monde le sait. Nous, on le marque. Ouais. Donc ça fait 342 francs. Ah, d'accord. Vous savez bien que vous êtes volé sur la Côte d'Azur, monsieur. Ouais. Vous le savez bien. Ouais, monsieur une arnaque, ça. Bonjour. Comment est-ce qu'on choisit un melon qui soit bien mûr? Comme un mari, vous mettez le doigt bien profond et vous sentez après. Allez-y.
Quoi? Il nous a dit tirer la queue. Ouais, quand même. Ouais. Des vannes de maraîcher, quoi. C'est affligeant. Ici, on pèse, ici, on assomme. On se fait 90. 90. 90? Yeah. Non. Si. 90 Eh oui, ça fait 30 francs. Vous êtes allemand? C'est multiplié par 3 pour les fridolins, regardez. C'est du vol. C'est de l'entubage. On les entube. On les entube. Les étrangers. Faites comme ça, entubé. Entubé. Faites-le. Do it. Do it. La classe. Entube. On le remet dans le cul, quoi. Voilà. Ok? If I'm from, so I don't. In that case, I don't want to buy it. In that case, On va la refaire. On va la refaire. T'as savonné. What? It's not a joke. No. 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 I stole you. Your money. Why? Because it's a Côte d'Azur. It's a Côte d'Azur. Yeah. You are blaireau. Blaireau. That means? Say it. Blaireau. Blaireau. What means that? Touriste. 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 Oh, how much? How much? I'll pay, how much? Merci. On vous a bien niqué et on vous remercie. Non mais c'est sérieux ça? Bien sûr, c'est les prix. Tu payes ça? Non mais tu charines, hein. Bah c'est ça, hein. Vous seriez allemand, c'était 3 fois le prix. Pourquoi tu vas dans la combine? T'en as pour 100 balles là? Non, 134 monsieur, pas 100 balles. Et vous êtes arrivé quand? Écoute, je voulais aller au supermarché, t'as dit faut venir là, c'est moins cher. Mais je Tiens. pense que moins cher. Moins cher. Le patron s'arrêtait là, c'est tout. On vous a bien entubé, c'est pas du tout moins cher. Le sexe symbole des garçons et des filles, plutôt des garçons d'ailleurs, dédicacé à nos amis les gays RSF, I'm too sexy! Too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little touch on the catwalk. Peut-on dire que vous êtes un barman cultivé, Jackie? Ça dépend à qui, monsieur. Ah bon? Si je vous disais que j'étais un barman cultivé, il faudrait immédiatement le prouver en vous parlant des livres que j'ai lus ou des pièces de théâtre que j'ai vues. Auquel cas, vous auriez tôt fait de trouver un autre barman avec de l'humour, inculte et qui vous écouterait parler, lui. To be or not to be, monsieur. Telle est la question. Et oui, c'est vrai, hein. Lire ou ne pas lire, comme disait ce fou qui se prenait pour Shakespeare. Et en fait, tu sais Thierry, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que qu'est-ce qu'on s'est fait chier à lire l'histoire. On adore l'histoire. Tu l'as dit. Hein. Mais tu te rappelles le nez des Cléopâtre dans la vessie de Cromwell et voilà la face du monde changée. Et nos ancêtres les Gaulois qui avaient tous les cheveux basanés et les yeux noirs de braise, etc., etc. Et tout
l'histoire. Et en fait, moi, j'adore l'histoire et je me suis... Tu sais, et j'avais vraiment, je souffrais en me disant, je dois apprendre tout ça par cœur, et 1515, Marignan, etc. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a donné une formidable découverte, c'est Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, notre dramaturge, auteur de Palace, c'est un type qui est bourré d'humour, et il a décidé de faire un bouquin qui s'appelle « Ah, j'ai encore oublié Saint-Louis ». D'ailleurs, il a eu raison. Eh bien, il a fait toute l'histoire de France, évidemment, loufoque, complètement retourné comme un gant, et là, enfin, on peut le lire, et on se marre de bout en bout. Maintenant, on va passer à autre chose aussi, autre chose que j'ai lu et que je vous conseille de lire et de relire, c'est Antoine Blondin. Alors, Antoine Blondin, je ne vais pas choisir un livre. Tu sais, on a tout lu de Blondin, Monsieur Jadis, Un singe en hiver, et puis cet merveilleux livre qui finit par « Un jour, nous prendrons des trains qui partent ». Imagine, il ne connaissait pas le TGV encore. Et tu sais que c'est lui qui aussi a dit « Comment faire pour que, entre deux trains, les rails ne deviennent pas paresseuses ?» C'est une question métaphysique importante et que je vous demande tous, chers téléspectateurs, de soumettre à votre attention. Blondin a fait aussi à la table ronde, toujours à la table ronde, les 4 saisons, les petites nouvelles, automne, été, hiver, printemps. Et c'est toujours un délice, parce que c'était un grand enfant, que c'était un grand écrivain, et qu'il avait gardé vraiment une espèce de fraîcheur, non seulement devant la vie, mais devant les mots. Et vous savez que c'était un grand écrivain sportif, il écrivait dans l'équipe, et je rappellerai cette anecdote immortelle, que au Tour de France, à chaque étape, ils dînaient tous ensemble. Le premier soir, on leur sert du steak de pintade, le second soir de la soupe de pintade, le troisième soir du ragoût de pintade, et enfin le 4e soir de l'aile de pintade. À ce moment-là, Blondin se lève et dit, écoutez, si la pintade doit faire le Tour de France, qu'on lui donne un dossard. Ça, c'était Blondin. Et Blondin est mort par l'alcool. Vive l'alcool. Et vive Blondin. Et t'es allé à Fès? Oui. On va à Tanger. Et on va à Tanger avec quelqu'un qui, justement, nous montre que la langue française, c'est une patrie internationale pour tout le monde. C'est Tahar Benjelloun, écrivain marocain, écrivain français, et dont le premier livre, Arouda, paru d'abord en 1973, vient d'être réédité à Futuropolis avec de superbes dessins de Baudouin. Vraiment superbes. Et c'est une idée de la collection Futuropolis de reprendre des grands auteurs et avec des dessins. Céline, avec Tardy, Solers, avec Martin Véron. Et donc, Benjelloun, Arouda. Et Arouda, c'est à la fois la femme et la ville. La femme, imagine ce petit enfant, le tabou du sexe, etc., en terre d'Orient, c'est très, 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 très fort. Et en même temps, une sensualité extraordinaire. La chaleur, les voiles, tout ça. Et il y a une vieille pute qui était dans une espèce de grotte et ses enfants allaient la voir et de temps en temps leur montrer le sexe pour quelques sous, pour quelques billes. Et ça fait penser irrésistiblement à Fellini, un Fellini marocain. Et il raconte la pute, la ville, la légende, les Touaregs, la fantasia, et tout ça dans cette espèce de sable blanc, de moiteur. Et vraiment, Benjelloun arrive que les mots deviennent moites, que les mots deviennent sable, que les mots deviennent été, chaleur, lumière. Et puis on passe à Tanger. Tanger, la ville de la génération perdue. Des écrivains, des William Burroughs, des musiciens, des Rolling Stones. Tu vois, moi je suis allé à Tanger il y a 6 mois, et quand j'étais à l'hôtel Al-Minza, eh bien j'ai senti cette espèce d'extraordinaire magie de Tanger, cette espèce de place internationale. Et justement, par les biais de cette femme, de cette vieille pute édentée, Tahar Benjelloun nous restitue à la fois Fès, à la fois Tanger. Alors, tu vois, on voyage par les livres, on voyage dans la vie, mais je vais te dire, les livres, c'est le voyage le plus fabuleux parce que tu voyages dans ton fort intérieur. Bonsoir, merci d'avoir passé cette soirée avec nous au bar de la plage. Prochaine ouverture samedi prochain. Salut bande de nazes. Baby, don't you wanna go? Honey, baby, don't you wanna go to that same old place, sweet home Chicago? Baby, don't you wanna go? Honey, baby, don't you wanna go to that same old place, sweet home Chicago? 1 and 1 is 2, 6 and 2 is 8. Now, come on, baby, don't you hesitate, honey.
baby, don't you wanna go to that same old place, sweet home Chicago? Clear it, Brandon. Same old place, sweet home Chicago. Come on, Phil. Howdy, hey, baby, don't you wanna go? Baby, don't you wanna go to that same old place, sweet home Chicago? One more time. Baby, don't you wanna go? Au Grand Jeu Philips, bar de la plage, la question était: de qui Jean-François Michael a-t-il été le chauffeur? Et la réponse: Barbara. Vous avez gagné le TV Book Philips, écran 36 cm, mise en veille automatique et programmable. Bravo! Antenne 2 et Philips vous ont présenté Le Bar de la Plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.